Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu de Bailleul, je suis ingénieur de recherche à l'IRIMAS, c'est un institut qui est situé à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et je vais vous parler d'une technique de microscopie 3D sans marquage qui s'appelle la microscopie tomographique diffractive. Alors, même dans le cas de SOS, je ne me voyais pas passer directement à l'implémentation ouverte, expérimentale et logicielle. C'est pour ça qu'il va y avoir d'abord une partie sur le contexte, c'est-à-dire d'abord l'imagerie au laboratoire à l'IRIMAS dans l'équipe d'imagerie, IMTI, plus particulièrement l'imagerie de phase, l'holographie, la technique de base qu'on utilise pour imager en phase, même s'il existe d'autres techniques, et puis bien sûr la tomographie diffractive, ses principes et les limites. Alors il existe pas mal de systèmes différents au laboratoire, dont d'abord bien sûr la microscopie tomographique en transmission, qui est un peu la microscopie historique au laboratoire depuis une quinzaine d'années. Il y a un système maison sur lequel était Mohamed Lo, qui est désormais à Nancy, et puis un système commercial, le NanoLife, qu'utilisait Marion Manzoni. Il y a une manip également de tomographie polarimétrique. Azemaret Adese soutiendra d'ailleurs sa thèse au mois de décembre 2022. Différents systèmes qui viennent s'associer à ces manips de microscopie, la platine ISO, la caméra de phase Phasix, qui a été utilisée par Ludovic Foucault pendant sa thèse, l'imagerie hétérodyne, pilotée par Nicolas Verrier, MCF au laboratoire, c'est la thèse de Riyad Abessi, une manip aussi en réflexion qui concerne sans doute davantage les matériaux, des flux au champ large, du confocal, une imagerie active par SLM, pilotée par Bruno Colicchio, maître de conf également au laboratoire, et puis bien sûr différents PC GPU, pour la reconstruction, les traitements numériques, etc. On va voir qu'il y a quand même une grosse composante de traitement numérique lors de la reconstruction. Alors ça nous fait à peu près 1,5 MCF, un professeur des universités, Olivier Borlet, que vous entendrez demain, un IR, moi-même, et puis deux doctorants pour environ un petit peu moins d'une dizaine de manips au système. Ça fait pas beaucoup de bras, mais bon, ça je pense que c'est un problème qui est souvent rencontré dans les laboratoires. Alors moi je vais uniquement vous parler de la microscopie tomographique en transmission. Une petite photo de tous ces systèmes, notamment alors d'abord le système historique en haut à gauche, on voit un système Olympus qui a été modifié pour ajouter la microscopie tomographique en transmission, mais également avec le parcours en vert qu'on voit sur le schéma, la microscopie tomographique en réflexion. Alors les différents systèmes, alors le confocal fluo qui sont des systèmes commerciaux qui sont cette fois dans la même pièce que le MTD, microscope tomographique diffractif, avec aussi un peu de fluo, la polarimétrie et puis la microscopie tomographique diffractive hétérodyne. Alors quel est l'intérêt de l'imagerie de phase? D'abord pour commencer, eh bien simplement on peut dire que c'est d'abord une imagerie sans marquage, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de fluorophore, donc il n'y a pas de chimie associée à cette imagerie. C'est une imagerie qui est quantitative, d'abord en phase avec l'holographie, c'est-à-dire que vous avez un chiffre en radian qui représente cette phase, et puis on le verra, un chiffre sur l'absorption et l'indice de réfraction dans le cas de la tomographie. L'enregistrement de onde est complet, c'est-à-dire que vous enregistrez à la fois l'amplitude et la phase, c'est une quantité qui est quand même par définition perdue dans les microscopies d'intensité. Et ça ouvre la voie des possibilités de traitement numérique, comme par exemple la correction d'aberration, mais surtout la possibilité de repropager l'onde, vous enregistrez en 2D sur le capteur de votre caméra, et puis vous pouvez repropager cette onde pour avoir une pseudo 3D ou 2,5D, je vais préciser ces termes par la suite. Alors c'est une technique qui nécessite peu de photons. Bien sûr, il n'y a pas de phototoxicité ni de photoblanchiment. Pour résumer, on peut dire que c'est un bon complément à la fluorescence, voire même une alternative pour les gens qui ne veulent pas ou simplement qui ne peuvent pas marquer leurs échantillons. Alors la microscopie tomographique diffractive, c'est une technique qui est basée dans notre cas sur l'holographie pour la mesure en phase et qui est associée à une technique de synthèse d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va chercher à agrandir virtuellement dans l'ordinateur l'ouverture optique du système. On va voir qu'on a une vraie 3D comparée à l'holographie, et puis c'est aussi une double imagerie, puisque à la sortie de votre construction, vous aurez deux volumes. D'une part, un volume d'absorption en 3D, et puis un volume d'indice de réfraction. En réalité, on a l'indice complexe de réfraction qui vous donne à la fois l'absorption et l'indice. Quelles sont les conditions requises? Eh bien d'abord, évidemment, il vous faut un modèle physique direct qui va vous faire le lien entre votre mesure sur votre caméra de champ diffracté et puis la quantité que vous voulez mesurer, dans notre cas l'indice de réfraction.
Du point de vue expérimental, ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de SOS, il vous faut un enregistrement en phase et en amplitude, et puis enfin il vous faut un modèle de repropagation, puisque comme on enregistre à chaque fois l'information en 2D sur le capteur, il faut ensuite repropager l'information pour obtenir la troisième dimension, et puis aussi, on va le voir, augmenter la résolution. Alors justement, pour repropager cette information 2D, il existe différentes méthodes. Je ne vais pas parler des deux premières, alors ici c'est-à-dire les méthodes itératives ou d'optimisation, mais également aussi les méthodes numériques plan à plan. Alors ces méthodes numériques plan à plan, pourtant c'est vrai qu'elles sont basées sur des FFT, mais surtout historiquement elles sont très utilisées en holographie, avec par exemple le propagateur de Fresnel, mais aussi dans le cas de la tomographie un peu plus classique, par exemple dans les scanners, les CT scans, dans le cas de la rétroprojection, mais aussi dans le cas de la rétropropagation filtrée en microscopie. Alors nous on utilise plutôt la méthode globale 3D, c'est quelque chose qui est basé sur un article publié par Emil Wolf en 69, sous certaines hypothèses que je vais vous préciser. Alors cette méthode globale, elle repose d'abord, encore une fois, sur un lien entre la mesure et l'information objet, que je vais vous décrire tout de suite, et puis ensuite on va voir comment pratiquement est calculé le volume 3D à partir de cette information en deux dimensions. Alors dans ce papier de M. Wolf en 69, typiquement l'expérience consiste à envoyer une onde plane ici sur l'objet, l'onde plane est symbolisée par la flèche rouge que l'on voit, et puis l'objet diffracte avec ces ondes diffractées symbolisées par les vecteurs en bleu. Vous allez enregistrer une onde UD diffractée sur votre capteur, et puis également l'onde incidente. Les deux vont former UT, c'est-à-dire l'onde totale. Notez bien que vous n'avez qu'une seule onde incidente, et vous avez autant de mesures d'onde diffractées que comporte de pixels votre capteur, par exemple 1024 par 1024. Alors le modèle repose sur la résolution de l'équation de Helmholtz scalaire en milieu faiblement inhomogène. On voit donc dans le terme de gauche UD, c'est-à-dire votre mesure, et puis dans le terme de droite UT, c'est-à-dire toujours votre mesure, mais aussi le terme F qui est le potentiel objet et qui va contenir l'information intéressante dans notre cas, c'est-à-dire l'information d'indice de réfraction qui est contenue dans K2. Alors pour l'inversion, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, tout est dans le papier de M. Wolf. On a une équation de type, une solution de type intégrale, de Fredholm du second type homogène, où on voit très brièvement que le champ diffracté est donné par cette intégrale, avec un produit entre le potentiel objet et l'onde totale, et puis une convolution avec la fonction de Green, qui est en fait une onde sphérique qui représente les points diffractants. Quel est le problème ici? Eh bien simplement, vous avez votre mesure qui est à la fois à gauche UD et à droite dans UT, puisque UT c'est UD plus UI, et donc ça pose problème. Et pour s'affranchir de ce problème, on va simplement utiliser l'approximation de borne qui consiste à dire que l'onde diffractée est faible devant l'onde incidente. Alors, comme par magie, vous allez donc faire disparaître le terme UD, et donc vous allez isoler votre mesure et votre terme intéressant, F, de part et d'autre de l'équation. Alors la solution se présente sous cette forme. Notez tout de suite qu'on est ici dans l'espace de Fourier, symbolisé par les petits chapeaux sur les variables. À gauche, le spectre donc, du potentiel objet, noté grand F, et à droite, le spectre de l'onde diffractée, c'est-à-dire votre mesure. Alors pourquoi B? Simplement parce que c'est le champ diffracté sous l'approximation de borne. On voit ici que tout de suite la troisième dimension apparaît, puisque à gauche vous avez bien trois variables dans l'espace de Fourier, alors qu'à droite vous avez deux variables, et puis un paramètre ZC qui représente simplement l'endroit où vous faites votre mesure sur votre caméra. Donc la TF3D du potentiel objet est bien liée à la TF2D de votre mesure, du spectre du champ diffracté. Et on peut ajouter aussi que le vecteur objet est égal à KD moins KI. Alors ça c'est une relation qui est assez importante, puisqu'elle va permettre une formulation géométrique assez élégante du problème, comme on va le voir avec les sphères d'Ewald. Alors notez tout de suite que la reconstruction de l'image 3D se fait essentiellement dans l'espace de Fourier. Si vous êtes déjà familier avec l'imagerie de Fourier, c'est quand même plus simple à comprendre. Et la question qu'on se pose ici, c'est comment placer cette fois, alors du point de vue numérique, donc dans l'ordinateur, ces amplitudes 2D mesurées sur votre manip, dans l'espace de Fourier 3D. Alors on repart de cette formule assez simple, K objet égale KD moins KI, et on va pouvoir en déduire KDZ, puisqu'en fait les trois coordonnées sont simplement liées par une équation de sphère, la sphère d'Ewald.
Vous avez ici une mesure, donc avec les coordonnées KDX et KDY et les amplitudes en U chapeau B, le spectre du champ diffracté, et puis vous envoyez simplement vos coefficients sur cette sphère d'Ewald. Vous devez ensuite, toujours en suivant cette formule, décaler votre sphère d'Ewald d'une valeur moins KI dans l'espace de Fourier. Il doit y avoir ensuite voilà, une représentation en 3D, ce qui vous permet d'obtenir ce support spectral avec vos coefficients sur la sphère d'Ewald, dans le cas donc d'une seule illumination, c'est-à-dire pour un hologramme. Une fois que vous avez ce spectre en 3D, eh bien c'est pas très compliqué. Si vous avez les moyens de faire une TF 3D inverse, ou plus probablement une FFT 3D inverse, vous obtenez votre image 3D avec, cette fois-ci, un seul hologramme. Alors, nous savons reconstruire l'image, mais la résolution est encore assez limitée. On comprend bien en fait qu'en remplissant l'espace de Fourier avec simplement une surface, puisqu'il s'agit d'une sphère, vous avez un remplissage de cet espace de Fourier qui est très limité. On va donc essayer de récupérer l'information perdue à cause de la bande passante limitée du système et de cette information qui est très limitée dans l'espace de Fourier. C'est l'étape de la synthèse d'ouverture. Alors, petit rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'optique de Fourier, je vous ai simplement pris une image dont j'ai représenté le module spectral. Et puis ensuite, j'ai simplement fait un filtrage d'abord passe haut et passe bas, et ensuite passe haut. Alors on voit sur les deux figures du milieu que le filtrage passe bas vous amène à une image qui est assez floue. On voit plutôt les aplats de couleurs, mais dans lesquels les détails manquent. Et à l'inverse, avec un filtrage passe haut, vous laissez passer uniquement les fréquences au-delà d'une certaine distance par rapport à l'origine dans l'espace de Fourier. Vous avez cette fois-ci les bords, les détails, mais il vous manque les aplats de couleurs. C'est un peu la composante qui manque lorsque vous faites un filtrage avec soit votre caméra, soit en microscopie, vous le savez, l'ouverture numérique de votre objectif qui vous limite les fréquences que vous êtes capable d'enregistrer. Alors comment faire pour récupérer les fréquences perdues? On revient une fois de plus sur la relation K-objet égale KD moins KI. Et on voit en fait qu'il suffit simplement de varier les conditions d'illumination, varier KI, pour déplacer la sphère d'Ewald et venir accéder à une autre partie du spectre objet. Et là en fait ça ouvre la possibilité, pas mal de possibilités, puisqu'il existe vraiment pas mal de techniques pour récupérer ces informations. Historiquement, peut-être que celle qui est la plus intuitive aussi, c'est celle qui consiste à faire tourner l'objet, et elle est très similaire à celle qui est utilisée dans les scanners d'hôpitaux. Sauf qu'évidemment, vous ne faites pas tourner le patient, vous faites tourner l'ensemble source-détecteur. Alors dans le cas de la microscopie, en général, on utilise des microcapillaires qui sont attachés à un système de rotation, par exemple des moteurs pas à pas, une fibre optique. Et puis en faisant tourner votre objet autour de l'axe de la fibre, eh bien vous allez faire varier les conditions d'illumination, et donc à chaque angle, vous allez enregistrer un spectre qui va venir sélectionner d'autres fréquences, et qui va vous permettre d'augmenter l'information fréquentielle de votre objet. Alors on peut remarquer qu'on est tout de suite ici en microscopie, c'est-à-dire que vous avez à la fois un condenseur et un objectif, et donc que les conditions, les distances entre ce condenseur et cet objectif peuvent être assez contraignantes, notamment si vous travaillez avec des objectifs à haute ouverture numérique. Alors on a ici une petite vidéo qui vous montre comment est rempli l'espace de Fourier. Lorsqu'en fait l'objet tourne autour de l'axe ici Y, vous avez en fait la sphère d'Ewald qui, par son sommet, tourne autour de cet axe et qui vous remplit quelque chose qu'on pourrait croire isotrope, mais en réalité non. On voit que en bleu, il y a une partie des fréquences qui est manquante, un genre de trognon de fréquences manquant, et donc l'image avec ce système n'est pas isotrope. On le voit bien sur cette fonction de transfert optique 3D. Alors je vous ai représenté également ce trognon de fréquences, selon l'axe KY. Voilà. Il faut aussi noter que cette technique nécessite un important travail de recalage d'image. En réalité, comme vous allez échantillonner l'espace fréquentiel avec des sphères d'Ewald, il va falloir prendre beaucoup d'angles si vous voulez avoir un bon remplissage de l'espace de Fourier. Et donc ça mène à pas mal de travail sur le recalage des différentes images obtenues sur chaque acquisition. Alors au laboratoire, on n'utilise pas, sous cette forme en tout cas, cette technique de rotation de l'objet. On va utiliser plutôt une synthèse d'ouverture par inclinaison de l'illumination.
Il vous suffit d'avoir un dispositif de type bêtement miroir inclinable, hein, par exemple monté sur des moteurs pas à pas, des SLN, des DMD, des prismes, quelque chose qui vous permet de changer l'angle d'inclinaison. Alors comment ça marche? Simplement vous envoyez votre onde incidente sur l'objet, alors ici on a une onde incidente qui est normale, et puis vous collectez votre champ diffracté sur votre capteur qui a une extension limitée, donc qui perd certaines fréquences, hein. On voit ici la fréquence en magenta qui est perdue par le système. Si maintenant vous inclinez votre onde incidente plane, vous voyez que cette onde magenta elle est cette fois récupérée sur le capteur. Alors évidemment vous avez perdu les fréquences qui sont sur la partie gauche de l'image, mais en réalité c'est pas très grave puisqu'elles ont été enregistrées avant et donc vous allez être capable par la suite de les fusionner grâce à l'ordinateur. Encore une fois qu'on a enregistré en 2D sur le capteur, et il faut projeter ces fréquences sur des sphères d'Ewald avec le calcul qui a été exposé juste avant. Je vous ai fait une représentation ici avec 3 ondes. Les 2 ondes extrêmes, en bleu et en vert, et puis l'onde qui est suivant, lorsque vous envoyez une onde plane, suivant l'axe optique, suivant la normale. On voit que vous avez donc l'extension maximum que vous pouvez obtenir. Et si vous êtes capable de faire ce procédé de façon continue avec beaucoup d'hologrammes, vous allez arriver à ce genre de figure qui ressemble un peu à un papillon et qui présente aussi une certaine forme d'anisotropie le long de l'axe KZ. Alors je dois en avoir aussi pour cet OTF une représentation 3D, voilà. Alors vous voyez en 3D ce que ça donne, on voit bien en fait cette extension latérale qui est importante et qui va donner une bonne image dans les courbes 2D, et puis ce problème le long de l'axe KZ de fréquence manquante qui est connu dans les microscopies non confocales en champ large en transmission, qui s'appelle le code manquant de fréquence. Alors c'est une technique qui, par rapport à la précédente, présente une grande stabilité, puisqu'il n'y a pas de rotation de l'objet, et puis le travail de recalage d'image est cette fois-ci très très limité. On va voir qu'il y a simplement un recalage de phase dans l'espace de Fourier. Alors ici une petite représentation qui permet de voir à la fois l'espèce d'OTF en donut, mais aussi le papillon, lorsque vous en faites une section le long de l'axe KZ, et puis toujours ces fréquences manquantes le long de l'axe optique, qui vont provoquer une déformation de l'objet le long de l'axe Z. Alors ici le code manquant qui a été représenté de façon un petit peu arbitraire en bleu, et donc qui provoque cette déformation de l'objet le long de l'axe Z. On va en voir une illustration sur les images par la suite. Alors je vous ai mis une fonction de transfert optique ici expérimentale, qui permet également de comparer l'holographie et la tomographie, à gauche dans une coupe latérale, en fx, en fy, et à droite dans une coupe avec l'axe fz qui apparaît. En gris, vous voyez cet effet pour les plus âgés, un petit peu spirographe, qui montre quand même un bon remplissage de l'espace de Fourier latéral. Et puis l'holographie qui elle est limitée, en réalité vous voyez bien que vous avez une section de la base de votre sphère d'Ewald, et donc le remplissage est pas très bon en holographie. Pareil dans le cas en Z, où en tomographie vous avez un bon remplissage, malgré le code manquant de fréquence, et en holographie, toujours cette section de la sphère d'Ewald qui montre un remplissage très limité du système, dans le cas holographique. C'est pour ça qu'on parle parfois de 2,5D en holographie, notamment en microscopie. Alors on arrive à la partie manip et application. Alors les applications, c'est facile, elles concernent d'abord évidemment l'imagerie 3D, et puis surtout les quantités que vous pouvez imager, c'est-à-dire l'absorption et l'indice de réfraction. Alors je l'ai pour l'instant pas précisé, mais en fait vous mesurez l'écart par rapport à votre indice de réfraction de votre milieu de montage, c'est-à-dire que en gros vous pouvez adapter votre milieu de montage pour avoir toujours un signal, donc a priori vous observerez toujours quelque chose avec cette technique. Les applications sont donc nombreuses, par exemple à la biologie, si vous ne voulez pas marquer ou vous ne pouvez pas marquer vos échantillons, et puis bien sûr tout ce qui concerne les matériaux, dès que vous aurez une différence d'indice avec votre milieu de fond. Un petit exemple ici d'imagerie multimodale, je parlais de complément ou d'alternative à la fluorescente. Ce sont nos collègues de l'IS2M à Mulhouse qui étudient en fait les possibilités des cellules de s'attacher sur des substrats hétérogènes. Les carrés que vous voyez en réalité ce sont des plots de 4 micromètres de hauteur, et l'idée c'était de savoir comment ces cellules allaient s'accrocher à ces plots. Savoir par exemple si elles peuvent se déplacer, si tout cela est stable. Alors il y a donc eu sur l'image de gauche en fluorescence un marquage de l'actine et un marquage au DAPI, on voit très bien le noyau. Et puis à droite, l'imagerie en microscopie tomographique diffractive qui montre vraiment bien l'accrochage de ces cellules sur ces plots de 4 micromètres. Un autre exemple que j'aime bien, puisqu'en fait c'est un pollen qui vient de mon jardin, Helianthus tuberosus, c'est-à-dire en fait pollen de topinambour.
où on a représenté ici des coupes dans le volume 3D. Alors il y a un max d'intensité, alors l'image en haut à gauche c'est simplement une projection, mais les trois autres en fait il s'agit de coupes suivant l'axe Z, donc au-dessus plus ou moins en haut du pollen, en bas, et puis une tranche centrale hein, qui montre quand même, malgré le code manquant de fréquence, des capacités de sectionnement intéressantes, et puis des capacités de résolution quand même supérieure vraiment à l'holographie. Hein. On distingue vraiment très très bien la structure de surface du pollen. Alors voici le détail. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Notez cependant quand même la calibration en indice qui est en haut à gauche, et puis la taille du pollen, hein, peut-être environ, on va dire, une trentaine de micromètres, qui vous donne une idée de la résolution atteinte. On voit très bien en fait les parois internes et externes, l'intine et l'exine, et puis les petites structures intérieures, columelles et tectum, hein, ces espèces de petits piliers qu'on voit entre l'intine et l'exine. Alors ici, une descente dans le volume, imaginez que vous plongez dans le pollen, voilà, la partie centrale, et puis la structure avec ces espèces de petits pics en surface du pollen. Alors en résumé, si vous possédez un modèle direct, un lien mesure propriété objet, que vous êtes capable d'enregistrer en phase et en amplitude avec par exemple de l'holographie, mais toute autre technique, hein, une caméra de phase ou des techniques d'optimisation, et que vous êtes capable donc de faire votre synthèse d'ouverture par balayage dans l'illumination, c'est-à-dire le système expérimental le plus stable, et que vous êtes capable de repropager en 3D, donc dans la partie logicielle, vous êtes capable de faire de la microscopie tomographique diffractive. On va voir que les contraintes, elles tiennent peut-être davantage plus à l'aspect microscopique, à l'aspect synthèse d'ouverture ou tomographie. D'abord le matériel. Je vous ai représenté ici les trois principaux éléments du système, celui qui notamment permet d'enregistrer la phase sur le microscope. Donc à droite, dans une couleur un peu orange, on peut voir qu'on sépare l'onde en deux parties à partir d'une source un peu cohérente, à l'aide d'un séparateur fibré qui doit coûter, allez, disons 200-300 €, hein, donc c'est pas ça qui va gréver votre budget tomographie. Et donc, une onde de référence est formée, qui va aller très rapidement se retrouver sur la caméra, et puis une onde d'illumination qui va passer sur le fameux miroir inclinable, le SLM, les DMD, etc., qui vont vous permettre d'incliner et de faire cette synthèse d'ouverture. Là, on retrouve évidemment un condenseur, un objectif, voire deux objectifs, dans le cas de certaines manips. Et donc ça, c'est la partie microscopie. C'est un peu la partie, on va dire, qui coûte cher, hein, puisque des objectifs de microscope à haute ouverture, c'est pas forcément donné. Enfin, l'onde objet et la référence se recombinent sur la caméra pour former des franges d'interférence. Alors, voici en quelque sorte un peu un résumé des solutions qu'on a pu tester, où à chaque fois, en fait, il est question d'un compromis entre la modularité et le côté adaptable, donc, et puis le côté stable de la manip. Vous l'avez vu, hein, on a démarré sur un bâti commercial qui était mécaniquement très stable, mais assez peu adaptable, c'est-à-dire que là, vous reposez très fortement sur votre atelier de mécanique. Et puis pour le prototypage éventuellement sur tout ce qui est impression 3D. On a testé également tout ce qui est système à cage, qui sont des systèmes évidemment relativement modulables, avec pas mal de patience. Hein. Les gens qui ont déjà utilisé ces systèmes savent de quoi je parle. Et la rigidité peut parfois être peut-être un peu douteuse. Hein. Vous ne pouvez pas avoir de gros porte-à-faux, donc encore une fois, il faudra faire appel à votre atelier de mécanique. On peut signaler aussi qu'il n'y a pas vraiment de gain sur alignement. Hein. Certaines personnes pensent que c'est auto-aligné. En fait, c'est pas du tout le cas et c'est peut-être même contre-productif. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez un miroir qui est coincé dans votre système à cage et que vous avez besoin d'un débattement latéral pour faire un réglage, c'est assez embêtant. Enfin, on a également testé des bâtis de type IC, testé notamment à l'IGBMC chez nos collègues à Strasbourg, ou encore des bâtis Cernat chez Torlam, hein, qui sont relativement modulables et qui présentent également quelque chose qui est mécaniquement très stable et donc qui est intéressant. Je vais vous donner le détail par la suite. Quel est le matériel spécifique dont vous aurez besoin par rapport, on va dire, à une manip de microscopie plutôt classique, ou voire une manip d'optique classique? D'abord, évidemment, l'illumination. Il vous faudra un miroir de balayage ou tout système qui vous permet d'incliner, de changer les conditions d'illumination sur votre objet. La partie interférométrie,
Mais on l'a vu, c'est pas quelque chose qui est très critique, hein, dans le sens où un séparateur fibré, c'est pas très difficile à mettre en place. Et puis bien sûr la partie microscopie qui pose quand même le problème à haute ouverture d'être assez cher, et puis de poser des problèmes d'alignement et de réglage, hein, lorsque vous êtes encore une fois à haute ouverture. Pour tout le reste, il s'agit essentiellement de matériel standard que vous pouvez quasiment en tirer du placard dans votre laboratoire d'optique, hein. Bien sûr tout ce qui est lentilles à chroma, système de polarisation, des polariseurs lambda sur 2, etc. Quelques fibres, éventuellement, pour régler un peu les chemins en interférométrie, et puis des caméras, mais on va voir qu'en fait les caméras sont pas très critiques, hein. Comme on n'est pas trop critique sur la détection, des caméras industrielles pas trop chères vont nous suffire largement. Alors on voit ici le bâti commercial modifié Olympus X71. Alors c'est un système qui peut paraître à première vue peut-être un petit peu encombrant. On avait des industriels qui nous avaient contactés, c'était peut-être la première remarque qui avait été faite. Alors peut-être d'abord signaler qu'il y a deux manips sur ça, hein. Vous voyez le trajet en vert concerne en fait la tomographie en réflexion, alors que le trajet en bleu concerne la microscopie en transmission, hein. On le voit, elle est amenée par la fibre qui est en jaune, et sur la droite de l'image vous voyez en fait la séparation avec un modulateur électro-optique, puisqu'à l'époque on tournait en phase shifting. Alors un système un peu encombrant, mais surtout un système qui était lent, hein. Il fallait à peu près 45 minutes à l'époque pour faire une image, et ça c'était essentiellement lié à la stabilité des moteurs pas à pas qui faisaient tourner le miroir, qui nous obligeaient à attendre un petit peu à chaque acquisition, et donc quand vous prenez 100, 200, 500 hologrammes, ça finit par peser sur le temps d'acquisition. Donc c'était vraiment les deux gros problèmes, hein, l'encombrement et puis le temps d'acquisition. Par contre quelque chose de très stable mécaniquement. Alors un système complètement monté de zéro à cage, à plat, dans lequel on avait introduit un système que vous pouvez voir en haut à gauche de miroirs rapides. Ce sont des miroirs montés sur membrane et activés magnétiquement, voice call motor en anglais, qui permettent vraiment d'aller très vite, hein. C'est des systèmes qui montent au kilohertz si on considère la pleine bande passante, mais sans atténuation. Vous allez facilement apparemment à 600 Hz. Alors je dis apparemment parce que nous, pour l'instant, on ne dépasse pas les 100 Hz à cause de la caméra. Alors le système était donc très compact, par contre posait différents problèmes du point de vue mécanique et puis aussi au niveau ergonomie de la manip, hein. Vous voyez sur la gauche que pour insérer l'échantillon au niveau de l'objectif, là, c'est quelque chose qui n'était pas très évident. Alors c'est essentiellement, si vous voulez résumer, un interféromètre de Max Zehnder. C'est une manip qui avait été présentée en non officiel à Mifobio Talmont en 2012 déjà, hein. Ça fait 10 ans. Alors un autre système à cage, cette fois-ci en 3D, peut-être non, c'est sûr, vraiment plus ergonomique que le précédent, où on va retrouver encore une fois le miroir de balayage rapide, et puis donc la source, hein, un hélium néon pas très cher, qui est encore une fois séparé avec un système fibré. C'est un système qui avait été présenté à Mifobio Seignos 2 années de suite, en 2014 et 2016, avec un TP officiel en 2016, ce qui fait déjà aussi 6 ans. Voilà. Et là, c'est un système donc avec ce miroir rapide qui est rapide, enfin plus rapide que la première version, c'est-à-dire qu'on était passé de 45 minutes à environ 4 secondes pour l'acquisition. Et encore faut-il signaler que c'est pas le système de balayage, hein, qui bloque, hein. On pourrait donc a priori aller 6 à 10 fois plus vite avec le balayage. C'est essentiellement la caméra, qui est une caméra industrielle standard, autour des 100 fps. Et donc c'est elle, hein, essentiellement qui limite l'acquisition. Enfin le Cerna, donc ce bâti modulable où on s'est contenté en fait ici d'ajouter un module en bas de recombinaison interférométrique et puis en haut simplement un petit module d'illumination avec le miroir de balayage FSM. L'ensemble est motorisé, vraiment ergonomique, donc pour les réglages et la stabilité mécanique, c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors on nous pose souvent la question, l'interférométrie, est-ce que c'est problématique ? D'abord, première remarque, vous aurez besoin d'un minimum de cohérence, hein, mais si vous prenez un hélium néon vraiment pas cher, je vais pas faire de pub, mais chez une monoptique, ça suffira largement. Il vous faut bien sûr des contrôles de polarisation, ça coûte un petit peu, mais pas tant que ça, hein. Un polariseur lambda sur 2, hein, vous n'êtes pas obligé de motoriser l'ensemble. Pour l'implémentation, vous prenez un séparateur fibré. Alors je l'ai pas dit, mais dans cette présentation, vous avez le lien vers le matériel, hein. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous amène vers le matériel. Donc ce séparateur fibré qui coûte 250 €, vous le vissez simplement sur le laser et ça vous donne tout de suite l'illumination
Et la référence, c'est du FCPC, ça se fibre comme si c'était une fibre optique sur votre chaîne Wi-Fi. Une autre question qu'on nous pose souvent, ce sont les dérives de phase, voire les aberrations. Alors d'abord, pour la dérive de phase au sein d'une seule acquisition, c'est-à-dire en holographie, il faut signaler qu'on a des temps d'exposition qui sont relativement courts, de l'ordre de la dizaine de microsecondes, et qu'on n'a pas constaté vraiment de brouillage des franges, de problèmes de flou sur notre manip dans ces temps-là. Il faut surtout signaler qu'on effectue un recalage numérique de la différence de phase entre les hologrammes, c'est-à-dire en tomographie. Donc si vous avez une dérive entre deux acquisitions sur les 4 secondes d'acquisition, a priori ça ne pose pas de problème. Vous avez un effet d'ailleurs assez particulier, c'est que si vous ajoutez des hologrammes en espérant augmenter la résolution sans faire ce recalage numérique de phase, en fait vous allez dégrader l'image. Alors qu'évidemment quand vous le faites, l'amélioration de la résolution est assez spectaculaire. Alors ensuite, on a une correction numérique des aberrations, puisqu'encore une fois, on mesure en phase, c'est quand même beaucoup plus facile de corriger les aberrations lorsque vous avez la phase. Lorsque vous êtes en intensité, vous devez sortir des systèmes un peu plus compliqués. Alors au niveau de l'illumination, quelques précautions quand même à prendre. Je vous ai donc mis un zoom sur le système d'illumination qui se trouve sur le Cerna avec le FSM 300 de chez Newport, ce miroir rapide, et le système suivant la normale, et puis un hologramme qui est avec une onde d'illumination qui est inclinée. Le principe consiste simplement à former un point focal dans la pupille arrière de votre objectif ou de votre condenseur qui sont indiqués sur le schéma. Quelle est la précaution à prendre ? Si vous voulez toujours balayer votre objectif, vous allez avoir besoin d'un diaphragme de champ proche de votre miroir, puisque ça va vous permettre de vous assurer que votre onde qui est ici représentée en rouge clair, elle passe toujours sur votre objet, puisque le diaphragme de champ il est conjugué avec votre objet. On a en quelque sorte une pseudo-illumination de couleur à assurer avant de lancer l'acquisition. Alors évidemment, il y a quand même quelques difficultés qui sont essentiellement liées au fait qu'on utilise des objectifs à haute ouverture numérique. Là par exemple, on a un objectif dont la pupille arrière a un rayon de 2,5 mm, et vous voyez que le bras de levier entre le FSM, le miroir de balayage rapide, et cette pupille est d'environ une trentaine de centimètres. On comprend bien que déjà faire une erreur d'1 millimètre sur l'alignement, ça vous amène quasiment à 50% d'erreur sur le balayage. Donc, mécaniquement, là, c'est peut-être une des parties qui est la moins évidente à régler. Vous n'êtes pas non plus obligé de commencer une manip avec des objectifs à très haute ouverture numérique, mais si vous voulez la pleine résolution, c'est un passage obligé. Qu'est-ce que vous mesurez ? Typiquement, vous allez obtenir ce genre de choses. Vous voyez ici, en fait, la modulation sur un pollen d'olivier, je crois. Vous voyez ces franges qui vous montrent que vous allez sonder différentes parties du spectre de l'objet. Voilà. Quel est l'effet du nombre d'hologrammes sur la reconstruction ? Vous avez la reconstruction en haut, en latéral à gauche et en longitudinal à droite, et le remplissage dans l'espace de Fourier, où vous voyez en fait l'amélioration assez spectaculaire de la résolution lorsque vous augmentez ce nombre d'hologrammes. Même si, encore une fois, on voit sur la partie longitudinale l'effet du code manquant de fréquence qui provoque cette déformation de l'objet le long de l'axe Z, et notamment cette difficulté à fermer les surfaces horizontales. Pour la partie microscopie, maintenant, j'en ai déjà un petit peu parlé, il vous faut quand même une certaine stabilité mécanique lorsque vous utilisez des objectifs à haute ouverture numérique. Il y a aussi cette difficulté d'alignement dont je viens de parler avec le miroir de balayage. Je ne l'ai pas signalé, mais à haute ouverture, on utilise deux objectifs à ouverture numérique 1.4, voire 1.45 à l'IGBMC, avec Kirsch. Ça impose d'utiliser deux lamelles. Alors ça se fait même assez bien. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine fragilité des objets. Il faut travailler de façon assez douce. La motorisation est donc bienvenue. Un bon compromis qu'on a trouvé, nous, c'est d'utiliser des objectifs peu corrigés. Simplement, quand vous travaillez en monochromatique, vous n'avez pas besoin d'avoir des objectifs corrigés pour n longueurs d'onde. Au niveau de la détection, comme je l'ai dit, on n'a pas de grand besoin en détection. On est peu critique sur le nombre de photons, et puis le signal est amplifié en holographie. On utilise, je vous donne quand même la référence, une MV1 des 2048 de chez Photon Focus. C'est une caméra industrielle 8 bits, qui coûte 4 000 €, mais on peut trouver moins cher.
On l'avait essentiellement pris, je crois, parce qu'il y avait la possibilité de retrait de la vitre de protection du capteur, qui peut parfois causer des petites franges, dans le cas de l'imagerie cohérente. Le pilotage se fait par l'API IBUS SDK, par Pleora, hein, je vais vous en reparler très vite dans la partie logicielle. L'alternative, ça serait de prendre une caméra industrielle encore moins chère, hein, par exemple, je vais pas leur faire de pub, mais chez Basler, ils ont des caméras à 1000 €, voire moins en OEM. En résumé, il faudra a priori deux objectifs, un miroir inclinable ou tout autre système qui permette de changer les conditions d'illumination, je ne l'ai pas dit, mais il faudra aussi un convertisseur numérique analogique, marqué CAN ici, mais c'est numérique analogique. Nous on utilise un Labjack U3, hein. Vous pouvez donc toujours cliquer dans le lien sur la présentation pour y accéder. Des fibres optiques, une caméra un peu exigeante, hein, peut-être vous en avez déjà une au laboratoire, du matériel tiré de l'armoire, off the shelf, de la mécanique, évidemment si vous avez une imprimante 3D ou mieux encore un laboratoire de mécanique, c'est quand même mieux. La liste du matériel est disponible sur GitHub en deux versions, une version on va dire bas coût, low cost, et puis une version pleine résolution un peu plus chère, autour des 25 000 € si je me souviens bien. Alors oui, c'est 28 000 €, ça me surprend un peu, il me semblait que c'était 25, très bien. Mais donc il y a quand même deux objectifs à haute ouverture numérique, le miroir de balayage rapide et puis la caméra la plus chère, donc ces trois éléments uniquement vous donnent déjà 20 000 € sur le total, hein. Vous voyez que ça tient vraiment dans très peu de choses, hein. Essentiellement d'ailleurs les objectifs qui coûtent cher. Alors l'alternative, ça serait d'utiliser des objectifs un petit peu moins ouverts, des miroirs de balayage un système donc un petit peu moins cher. On en a trouvé un chez Optotune, qui est 2 fois moins cher que le système de chez Newport. Une caméra un peu moins chère, etc. Des optiques de polarisation de moins de qualité, simplement parce qu'en imagerie scalaire, le taux de polarisation n'est quand même pas si critique que ça. Et puis pour la caméra, de toute façon, si le miroir est limité à 200 Hz, c'est pas très gênant. Pour l'instant, notre caméra, elle n'est qu'à 100 Hz. On arrive à la partie logicielle. Alors il y a essentiellement 4 grandes parties. Le système utilisé, même si évidemment c'est pas quelque chose qui est très critique, puisqu'on va le voir, toutes les API sont multiplateformes. Le contrôle et l'acquisition, cette capacité donc à contrôler votre convertisseur numérique analogique, votre caméra et votre platine. Évidemment la reconstruction et tous les traitements. Il y a quand même quelques besoins en termes de FFT et de traitement du signal. Et puis aussi une interface graphique, quelque chose qui nous avait été demandé notamment la première fois à Mifobio, où l'utilisation de lignes de commande et de console n'était pas très bien vue par les utilisateurs finaux. Alors pour le système, on utilise essentiellement du Linux. Historiquement, on avait démarré sous Debian pour être actuellement avec du Mint, ça change pas grand-chose, hein. Les dépôts sont plus ou moins les mêmes. Vous avez sans doute un peu plus de souplesse et de mise à jour sur Mint. Donc là, c'est complètement libre. Au niveau du contrôle, on utilise la bibliothèque fournie par Labjack, liblabjack USB, qui a vraiment très peu de dépendance, simplement libUSB que vous trouverez dans votre gestionnaire de paquets Linux. La licence est très ouverte, c'est une licence MIT, une licence faible. Ce qui n'est pas le cas par contre du pilotage de la caméra. On utilise le IBUS SDK, fait par Pleora, qui est propriétaire. C'est une API qui a quand même un grand mérite, c'est d'être vraiment compatible avec une très large gamme de caméras industrielles. Par exemple, là actuellement on travaille sur l'imagerie tomographique polarimétrique. Pour changer simplement la caméra, vous débranchez la caméra photon focus classique, vous branchez votre caméra polarimétrique lucide, et le système marche tel quel. Vous n'avez vraiment pas besoin de réintervenir sur le code, et ça c'est quand même vraiment très agréable. Pour la partie plus traitement reconstruction, vous avez une forte dépendance au FFT. Donc là il y a deux possibilités, soit en CPU, on utilise nous dans notre cas la FFTW, qui est sous licence GPL, mais on peut aussi également utiliser, je vais revenir rapidement là-dessus, une bibliothèque GPU. Nous, celle qu'on utilise, c'est Arrayfire. C'est une bibliothèque qui a une licence assez ouverte, BSD2, et qui présente quand même un certain avantage, c'est d'être compatible avec plusieurs systèmes matériels. C'est-à-dire que l'API va chercher à détecter d'abord si vous avez une carte reposant sur CUDA. Si elle trouve pas de carte Nvidia, elle va tester en fait si vous avez une carte AMD ou autre pour faire de l'OpenCL. Et puis si vraiment elle tombe pas, elle va utiliser le CPU. Et donc vous avez quand même une garantie, c'est que votre code GPU il fonctionne quelle que soit la machine. Et ça, encore une fois, c'est très agréable.
Pour les différents traitements, on utilise OpenCV, hein, c'est une bibliothèque que vous connaissez probablement, une bibliothèque de vision développée par Intel, qui est sous licence BSD, même si je crois qu'ils viennent de changer vers du Apache 2, ce sont des licences très permissives. Alors OpenCV sert dans différents endroits, notamment la correction d'aberrations, hein, on a besoin d'inversions SVD matricielles, c'est OpenCV qui se charge de ça. D'autres dépendances libtif, essentiellement pour sauvegarder les images avec la possibilité de conserver certains tags dans l'image. Au niveau de l'interface utilisateur, évidemment là vous avez un choix qui est quand même très ouvert. Nous on utilise actuellement VxWidget, on a un peu de Qt aussi, mais la version actuelle est sur VxWidget qui est en licence LGPL. On va voir en fait, c'est simplement une coquille vide qui repose sur les binaires lancés en console. Pour l'anecdote, en termes d'autres logiciels quand même assez importants, on utilise FreeCAD pour tout ce qui est conception 3D, et puis Cura pour l'impression 3D, hein, GPL et LGPL pour ces deux logiciels. L'ensemble étant multiplateforme, vous pourrez donc l'utiliser sur n'importe quel système, Linux, Windows, et j'ai vérifié, ça fonctionne également l'ensemble fonctionne sur macOS. À noter, ah oui, j'ai pas dit, à noter également que vous avez une version Python code développé par Nicolas Varier, donc si vous voulez pas toucher au C++, il existe une version Python qui fonctionne bien également. Alors, un petit mot sur l'intérêt du calcul GPU. Le calcul GPU, on utilise désormais la bibliothèque Eurefire, qui est une API surtout de haut niveau, et donc ça veut dire qu'il va y avoir une certaine simplicité. Hein. Son utilisation, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est plus simple que la bibliothèque CPU FFTW, puisque vous n'avez pas à gérer les plans, vous n'avez pas à gérer la mémoire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très ergonomique à utiliser. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est une surcouche qui s'appuie sur CUDA OpenCL ou le CPU, c'est très très adaptable en fonction du matériel. C'est une bibliothèque qui est libre, avec une licence très permissive, BSD2. Vous pouvez retrouver une partie du code GPU pour la reconstruction tomographique en cliquant sur le lien qui s'affiche. Alors au niveau des temps d'acquisition et de calcul, les calculs étant faits sur une NVIDIA RTX 2060, l'acquisition pour typiquement 400 logrammes, elle se fait à peu près en 4 secondes, hein, puisque la caméra fait 100 fps, le miroir de scan n'étant pas limitant. Je vous ai mis les temps de calcul pour les deux opérations les plus coûteuses, c'est-à-dire le découpage hors axe et le déroulement de phase, où on voit quand même qu'on a un gain, notamment pour le découpage hors axe, qui est quand même très important, hein, un facteur presque 300 en CUDA et 55 en OpenCL. Alors est-ce que ce chiffre est lié au fait qu'on est sur NVIDIA? Je ne sais pas, mais en tout cas les gains dans les deux cas sont très importants. La fonction Holo2Tef a été codée de telle sorte à limiter les échanges avec la carte graphique, hein, qui sont coûteux en termes de temps. Par contre, le déroulement a été fait simplement en envoyant, hein, image par image, et on voit que même en faisant ça, on a encore un facteur 4,5 sur le déroulement. Hein. Ça nous amène à des temps pour 400 hologrammes qui tombent à environ 700 millisecondes au lieu de 10 secondes environ. Et on voit que ça ouvre la porte à la possibilité de faire du temps réel en 3D, puisqu'on est plus rapide que l'acquisition, hein, autour de la seconde. Enfin, pour terminer, l'ergonomie logicielle du système, on a ajouté à notre système une petite interface qui permet de contrôler certains paramètres, de lancer les acquisitions, la reconstruction en phase et en 3D. C'est simplement une surcouche qui s'appuie sur les binaires qui sont lancés en console et les fichiers de config, mais c'est vrai que c'est assez agréable à utiliser avec cette interface. Vous la trouverez également en cliquant sur le lien qui est en bleu sur cette diapo. Alors pour conclure, on a donc une imagerie 3D sans marquage qui est quantitative en absorption et en indice, et on voit que c'est un bon complément, ou voire une alternative à l'imagerie de fluorescence en 3D. Le travail actuel se porte sur l'imagerie multicouche et la polarimétrie 3D. Tout le code est ouvert, il est disponible sur GitHub avec la version C++ qu'on a développée, puis la version Python développée par Nicolas Verrier qui marche très bien. Donc, vous pouvez simplement flasher le QR code, ça va vous amener vers l'ensemble du code. Vous y trouverez également de la documentation et des plans. Voilà, je vous remercie de votre attention.